Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une toute petite vidéo très particulière à vous faire écouter et vous allez vous installer confortablement, vous allez mettre vos écouteurs parce que c'est une vidéo à écouter. C'est une vidéo qui relate l'histoire de notre regretté, l'un des plus grands savants de la République de Guinée, l'enfant prodige de Poredaka, l'enfant tout simplement et tout court de la Guinée. C'est lui qu'on a appelé M. Téli Diallo, aussi appelé par sa mère Méli, le Téli, qui signifie l'arbre venimeux, et le Méli qui signifie le poison. Vous allez comprendre le pourquoi sa maman l'a appelé ainsi. C'est lui qui a décroché tous les diplômes possibles à Paris avant d'entrer en Guinée, pays qui a eu son indépendance en 1958 et qui a été abandonné par les Français, mécontents, qui ont emporté tout, les fils, les ficelles, les papiers, pour effectivement laisser la Guinée dans une misère totale. Monsieur Téli Diallo, l'un des pionniers de l'administration guinéenne, l'un des pionniers de la diplomatie guinéenne et de la diplomatie africaine, l'un des pionniers du développement et de la renaissance guinéenne, l'un des pionniers de la construction de la Guinée même, le cher regretté Téli Diallo. Vous allez écouter attentivement cette petite vidéo. Elle est très intéressante. Elle relate effectivement le parcours de M. Téli, l'histoire de M. Téli. Ça m'a trop inspiré. Ça m'a trop enjaillé. Et j'ai voulu la partager avec vous. Installez-vous confortablement et écoutez. Merci beaucoup et partagez largement la vidéo. Nous ne devons pas oublier ces hommes-là. Si on parle d'Ahmed Sékou Touré, si on parle de tant d'autres, M. Téli Diallo a eu une place, a eu un rôle prépondérant dans la construction de la Guinée. C'est lui qui a été envoyé pour la première fois comme représentant de la Guinée auprès de l'ONU. Ce monsieur, il a tout donné pour la Guinée. Nous n'allons pas l'oublier. Partagez ce live. Mais écoutez attentivement ce qui se dit. Ce qui se dit là. Écoutez attentivement. Merci beaucoup. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous sommes les peuples qui avons le droit, ni politiquement, ni moralement, d'infliger l'injustice aux autres. Nous sommes à travers l'histoire le peuple qui a le plus souffert d'humiliation. Et c'est pour cette raison que nous n'imposerons jamais l'humiliation à un homme ou à un peuple. Nous avons été le peuple qui a été écarté de la scène internationale. C'est pour cette raison que nous ne participerons jamais, ni directement, ni indirectement, à tout ce qui peut priver un peuple de sa liberté et de son bonheur. Il a certainement été l'un des plus importants acteurs de la reconnaissance de son pays par la communauté internationale, puisque c'est lui, Diallo Téli, qui au lendemain de l'indépendance de la Guinée, son pays, va œuvrer à l'administration du premier instrument d'intégration continentale, l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Et pourtant, Diallo Téli, dont le sort tragique aura ému une bonne partie de l'Afrique, semble avoir été oublié de son continent. Mais chose surprenante, l'institution qu'il a contribué à créer, l'OUA, ne lui aura même pas construit une stèle. En réalité, qui est ce personnage dont le nom suscite encore aujourd'hui tant d'émotions dans la classe intellectuelle africaine? Alié Sélassié invite M. Diallo Téli à monter à la tribune pendant que le vice-président demande à l'Assemblée d'écouter la prestation de serment du secrétaire général. Ce 10 juillet 1964, tout ce que l'Afrique nouvellement indépendante compte de dirigeants est réuni au Caire pour un sommet extraordinaire consacré au Congo Léopoldville. La première véritable assemblée générale de l'Organisation de l'Unité africaine, née un an plus tôt. Fruit d'un compromis et de longs conciliabules entre les modérés, attachés à l'unité progressive du continent, et les révolutionnaires, partisans d'une fédération immédiate. Au cours de ce sommet,
l'on a adopté plusieurs résolutions, notamment celles réclamant la libération des leaders anti-apartheid, parmi lesquels Nelson Mandela. On a également adopté le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et puis, on a examiné les conflits frontaliers opposant le Togo au Ghana et la Haute-Volta au même Ghana. Mais l'on est surtout parvenu enfin à élire un secrétaire général pour l'organisation. Diallo Telli va donc avoir la charge de diriger l'OUA. Moi, Diallo Telli Boubacar, je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine. De m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Organisation de l'Unité africaine, sans solliciter ni accepter dans l'accomplissement de mes devoirs d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation. De m'abstenir de tout acte incompatible avec ma situation de fonctionnaire international responsable envers la seule organisation de l'unité africaine. Enfin, de ne m'inspirer dans l'exercice de mes fonctions que les dispositions de la Charte de l'unité africaine et du statut du secrétariat général tels qu'ils ont été approuvés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, je le jure. À partir de ce jour de juillet 1964, le monde entier découvre ce jeune homme de 39 ans qui va désormais symboliser la diplomatie africaine tout entière. Qui est-il? D'où vient-il? C'est à Poredaka, petite localité en plein cœur du Fouta Djallon, que naît Boubacar Diallo Telli en 1925. Avec son père, Diallo Modi Kindi, éleveur nomade, peul sans le sou, il n'aura qu'une relation très lointaine. Il faut dire qu'il n'est pas souvent là. Il va d'ailleurs abandonner sa famille pendant plusieurs années pour s'installer en Haute-Volta voisine. On le croit mort. C'est avec sa mère, Diallo Kadi Diatou, femme très respectée et pieuse, qu'il a une relation particulièrement forte. C'est elle qui va lui rajouter le nom de Telli, qui est un arbre vénéneux de la région du Fouta Djallon. Il faut dire que dans son premier mariage, Kadi Diatou a eu une fille. Et depuis qu'elle s'est mariée avec Diallo Modi Kindi, elle a eu 3 enfants qui sont presque aussitôt décédés. C'est donc pour conjurer le sort, pour protéger son enfant contre les esprits qui, selon elle et selon la tradition africaine, ont mangé les précédents, qu'elle lui rajoute le nom de Telli, qui est donc un arbre vénéneux. Elle ne s'arrête pas là. Elle l'appelle également Méli, ce qui signifie poison en peul. Il est donc doublement dangereux, pas comestible pour les esprits malfaisants. Mais elle est la seule à l'appeler Méli. Boubacar Diallo Telli commence dès l'âge de 6 ans par l'école coranique, puis l'école primaire de Poredeka. Brillant élève, il va quitter son village sous les encouragements du chef de canton qu'il a remarqué pour poursuivre ses études dans la ville de Mamou. Il habite dans une vaste famille malinquée. Malgré des résultats brillants, Diallo Telli n'obtiendra pas le baccalauréat, simplement parce que dans cette période, on n'organise pas encore cet examen en Guinée. Alors, comme beaucoup de jeunes Guinéens, il va compléter ses études en quittant son pays pour aller à Dakar à la célèbre école William Ponty de Sébikotane, où l'élite intellectuelle d'Afrique de l'Ouest prépare son avenir. C'est pendant qu'il fréquente cet endroit prestigieux où se côtoient les futurs dirigeants africains qu'il fait la connaissance de Kadi Diatou qui deviendra plus tard son épouse. On s'est connus à l'école. Il était à l'école normale de Sébikotane au Sénégal. Il faisait la série administration. Et j'étais à l'école normale de Rufisque comme institutrice. Les 2 écoles étaient à peu près à 20 kilomètres l'une de l'autre. C'est là qu'on s'est connus sur des rencontres scolaires et sur des voyages pour aller en vacances entre le Sénégal et la Guinée. On passait par le Mali à l'époque. La mer était bloquée avec la guerre. C'est comme ça qu'on s'est connus et que les liens se sont établis. Si Diallo Telli a de bonnes notes, s'il est plutôt un brillant sujet comme disent ses professeurs, il ne peut malheureusement poursuivre son cursus scolaire. Sa famille n'a pas les moyens pour subvenir longtemps à ses besoins. Il est donc obligé de quitter William Ponty. Nous sommes en 1946 et il n'a que 20 ans. Il a commencé à travailler et
Il a rencontré comme patron au travail Alioune Diop du Sénégal qui travaillait au gouvernement général avec lui. Et Alioune Diop lui a proposé d'abandonner le travail et de se remettre aux études étant donné les possibilités qu'il avait découvertes à lui. Donc Alioune Diop l'a encouragé à reprendre les études et il a fait le lycée à Dakar. Il a fait ses 2 baccalauréats qu'il n'avait pas à l'école normale parce qu'on ne les faisait pas. Et après le baccalauréat, il est rentré au lycée Louis-le-Grand à Paris. Et il a fait préparation des grandes écoles et il est allé en droit. Il a fait en même temps le lycée Henri IV où il a fait histoire. En réalité, lorsqu'il arrive en France, il veut obtenir tous les diplômes possibles. Sa soif d'apprendre l'amène à embrasser de nombreux domaines. C'est également le moment à Paris du foisonnement des idées panafricanistes, des débats sur l'avenir du continent, sur la culture noire, soutenus par des personnalités de premier plan comme le Sénégalais Alioune Diop, qui avait créé quelques années auparavant le mouvement Présence africaine. C'est aussi le moment de la publication de l'ouvrage Nation, nègre et culture de Cheikh Anta Diop, qui réhabilite la culture africaine en démontrant son ancienneté, ainsi que la vigueur et l'étendue de son influence. Une thèse qui va ragaillardir et redonner confiance aux jeunes intellectuels subsahariens qui se réconcilient ainsi avec leur histoire. Octobre 1951. Diallo Telli, qui vient d'épouser Kadidiatou Diallo, entre comme major de sa promotion à l'École nationale de la France d'Outre-mer. Il a 26 ans. Mais contrairement à la plupart de ses camarades qui préfèrent l'administration générale, il choisit le droit. Est-ce qu'il vous a expliqué, Madame Kadidiatou Diallo Telli, les raisons de ce choix? Pourquoi le droit? Il a pensé que le droit le menait à la justice et c'était beaucoup moins d'influence de ses patrons, de l'administration. C'était beaucoup plus libre comme travail que l'administration. En 1953, il sort donc de l'école de la France d'Outre-mer, nanti de son diplôme de magistrat, mais aussi d'un autre trophée. Tierno Diallo Telli. Moi, je nais le jour de sa soutenance de thèse de doctorat en droit, le 5 janvier 1953, à Fontainebleau en France. Madame Kadidiatou Diallo Telli. Il a été d'abord muté comme substitut du procureur à Thiès, au Sénégal. Un bref passage à la tête de l'administration judiciaire à Thiès, au Sénégal, ne tarde pas à le faire remarquer du commissaire pour l'Afrique occidentale, qui s'attache les services du jeune magistrat en qualité de chef de cabinet. Et il va très rapidement se retrouver nommé secrétaire général du Grand Conseil de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Mais l'heure du choix ne va pas tarder à sonner. En 1958, le général de Gaulle effectue une grande tournée en Afrique dans les pays francophones pour inviter les populations à voter oui au référendum en faveur du statut de la communauté qu'il propose. Une formalité presque, compte tenu de la docilité des différents dirigeants au pouvoir. Les résistants, les nationalistes ayant été presque partout matés par l'armée française. C'est donc en toute confiance qu'il arrive ce matin d'août 1958 dans le petit palais du gouverneur de Conakry. Il doit y tenir un discours pour exhorter les populations de Guinée à se rendre massivement aux urnes le 28 septembre. Mais avant lui, un jeune militant, un des leaders locaux du PDG, le Parti démocratique de Guinée, Sékou Touré, doit tenir un discours. Erreur. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple. Notre option fondamentale, qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative. En vue de bâtir une communauté franco-africaine solide,
et dont la pérennité sera d'autant plus garantie qu'elle n'aura plus dans son sein de phénomènes d'injustice, de discrimination ou toute cause de dépersonnalisation et d'indignité. Notre cœur, notre raison, en plus de nos intérêts les plus évidents, nous vont choisir la qualité, ou plutôt la nouvelle nature, des rapports entre la France et ses anciennes colonies devra être déterminée sans paternalisme et sans duperie. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste. Affront suprême. Le général de Gaulle, piqué au vif, surpris, décide de répondre du tac au tac, d'oublier le texte de son discours. La colère du général est perceptible. Il ne peut la contenir. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France demande, la communauté franco-africaine. Nous ne sommes pas à l'époque des démagogues. Qu'ils s'en aillent, les démagogues, là où on les attend. La rupture est consommée entre la France et la Guinée. D'autant plus que le 28 septembre 1958, la population guinéenne va voter non au référendum pour la communauté. De Gaulle, vexé, ne peut que s'incliner. La Guinée devient le premier pays francophone indépendant d'Afrique noire. L'indépendance acquise, le général de Gaulle décide de punir le jeune insolent. Il leur donne de rapatrier les Français qui repartent en emportant avec eux tout ce qu'ils peuvent, jusqu'au fil électrique. Il faut que Sékou Touré sente vraiment les conséquences de son choix. Passé les premiers moments d'euphorie qui ont suivi cette accession à la souveraineté internationale, les autorités guinéennes doivent affronter la réalité. Les caisses sont vides. André Touré, épouse de Sékou Touré. Il a demandé au peuple, il dit voilà, nous ne méritons rien de rien, puisque les caisses ont été vidées. Et je demande à chacun de payer l'impôt d'avance. Malgré qu'à l'époque, les gens étaient très pauvres, mais ils ont accepté de payer l'impôt. Diallo Telli, pendant le référendum, était en vacances en France. Donc, il n'a pas voté au référendum. Et malgré tout, quand la Guinée a pris son indépendance, Diallo Telli n'ayant pas voté du tout, ni au Sénégal où il travaillait, ni en Guinée, il a quand même décidé de rentrer en Guinée quand la France a décidé de retirer tous les Français de la Guinée. Vous savez qu'à l'époque, la Guinée n'avait que 2 magistrats guinéens. Donc, il a décidé de rentrer et de donner un coup de main dans la gestion du nouvel État. Il est passé à Dakar, démissionné au Grand Conseil, où il était secrétaire général. Il a rejoint la Guinée, où, au lieu de le mettre dans la justice qui était son domaine, on a préféré l'envoyer comme représentant permanent de la Guinée aux Nations Unies. Aventure pour ce brillant intellectuel qui va affronter dans le palais de verre de New York la France du général de Gaulle qui n'a toujours pas digéré l'insolence du président Sékou Touré. Derrière les tours de Manhattan, l'ONU, le rêve de tout État fraîchement indépendant.